l'Assemblée nationale. En France, c'est ici que se décident et se votent les lois. Pour les lobbies, ces groupes de pression qui tentent d'influencer et convaincre les hommes politiques, ce lieu est stratégique. On dit d'eux qu'ils sont omniprésents, qu'ils sont très puissants et qu'ils arriveraient même à faire changer les lois. Nous avons interrogé les députés. On fait un suivi sur les lobbies à l'Assemblée. Vous en voyez, vous? Moi, j'en vois pas, non. Non, il y en a sûrement. Est-ce qu'ils sont présents à l'Assemblée? Est-ce qu'on a des croisés? Est-ce qu'ils viennent vous voir? Pas à ma connaissance. Je n'en ai jamais rencontré, donc voilà. Pas vous voir. Qu'est-ce que vous appelez les lobbyistes? Je ne sais pas, il y a des lobbies, moi je ne les vois pas. En tout cas, si je les voyais, je leur dirais ce n'est pas votre place à l'Assemblée. Les députés semblent ne pas les voir. Et pourtant, les lobbyistes sont bel et bien là, salle des 4 colonnes au cœur même de l'Assemblée nationale. L'homme à la chemise rayée défend les intérêts de l'industrie du textile. Celui-ci travaille pour un gros fabricant de cigarettes. Et entre deux portes se cache le lobbyiste des chasseurs et des armuriers. Alors qui sont-ils vraiment? Comment travaillent-ils? Nous allons vous faire pénétrer dans l'univers très secret de ces réseaux d'influence. Costume taillé sur mesure, physique à la Paul Newman, Thierry Coste est lobbyiste. C'est dans les beaux quartiers de la capitale, à 2 pas des ministères et de l'Assemblée nationale, qu'il a installé les bureaux de sa société, Lobbying et Stratégie. Quand on rentre dans le bureau de Thierry Coste, on sait qu'on prend des risques. Voilà, ce n'est pas une arme de guerre, c'est une arme de chasse. J'ai la réputation d'être un très bon tireur et un très bon sniper. Un fusil à lunettes dans le placard et des trophées au mur, pour Thierry Coste, la chasse est une passion, mais c'est aussi son fonds de commerce. Il est le lobbyiste de la puissante Fédération nationale de la chasse. Son plus grand fait d'armes, la campagne de Jean Saint-Josse au présidentiel de 2002. 1 200 000 voix. Un score historique qui a bâti sa réputation. Donc je suis clairement identifié comme l'emmerdeur public numéro 1 sur les dossiers chasse pour les parlementaires. Thierry Coste travaille en solitaire. Il a un petit cabinet de lobbying, seulement 2 employés. Mais il défend pourtant les intérêts de clients très importants. La grande distribution, l'industrie agroalimentaire ou les fabricants d'armes. Moi, j'aide mes clients à gagner de l'argent, ou à gagner des parts de marché, ou à gagner des positions au niveau des lois ou des règlements pour les chasseurs qui sont clairs. Allez. Les lobbyistes travaillent dans l'ombre et aiment le secret. Thierry Coste est le seul à avoir accepté de lever un coin du voile sur sa profession. Ce matin, il est invité à un colloque sur la chasse. Mais d'abord, il a un coup de fil important à passer. Alors, je vais essayer d'appeler un conseiller de Dominique Bussereau parce que j'ai besoin d'une information avant d'arriver au colloque. Dominique Bussereau, c'est le ministre de l'Agriculture. Vous avez besoin de quelle information? J'ai besoin de savoir où on en est des décisions concernant la grippe aviaire. Allô, Jean-François? Et il a le portable direct d'un des conseillers du ministre. Puis-je te parler 2 minutes? Voilà, parce que j'ai un colloque où je vais où on va parler de la chasse au gibier d'eau, donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais on risque de parler de grippe aviaire. Vous en êtes où de vos réflexions éminemment politiques? Ah, donc vous levez tout, le confinement, mais les agriculteurs vont vous embrasser sur la bouche. Donc il y a réunion des ministres ce soir à Matignon. Bon ben écoute, merci pour l'info et puis je serai discret au colloque. Allez, donc et j'attends ton appel pour la bonne bouffe. Allez, salut.
juste un petit mot, quand on est un bon lobbyiste, on peut appeler en direct les conseillers des ministres, on les tutoie? Oui, on les tutoie. Ouais, oui, non, pour récolter, il faut semer. Donc bien évidemment, ce conseiller est devenu presque un ami. Il vient vous balancer une information importante? Oui, que je n'ai pas le droit de diffuser. D'accord. Et vous allez utiliser Voilà. dans le cadre de... Que je vais utiliser tout à l'heure au colloque, mais en faible quantité, parce que l'information que j'ai, elle ne sera connue que ce soir à 18 h, dans une réunion à Matignon, à l'initiative du Premier ministre. Des informations exclusives obtenues grâce à un carnet d'adresses bien rempli, c'est le b.a.-ba du lobbyiste. Messieurs, Quelques minutes plus tard, il arrive à l'Assemblée nationale où le parti Chasse, Pêche, Nature et Tradition organise un colloque sur la chasse au gibier d'eau. Tout le monde le salue, Thierry Coste est une vieille connaissance. ils savent que je suis un bon chasseur. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que Thierry Coste est en mission commandée. Aujourd'hui, il ne travaille plus pour le Parti des chasseurs, mais pour le compte de l'UMP. Ça fait longtemps que je t'avais pas vu. Mais à le voir, impossible de le deviner. On ne fait même pas la bise. Monsieur le Président. Thierry Coste va saluer tout le monde, une petite bise, une poignée de main ou une claque sur la joue. Tout cela est stratégique. Sachez qu'il m'en coûte et qu'il m'en coûtera encore. À l'intérieur, les débats commencent. Mais au fond de la salle, Thierry Coste ne semble pas vraiment s'y intéresser. Je suis heureux de voir que L'UMP veut savoir si les chasseurs vont présenter un candidat au présidentiel de 2007. un nombre important de représentants de chasseurs de gibier d'eau. Alors, pour avoir l'info, Thierry Coste se met en chasse d'un informateur qu'il va très vite repérer. On peut dire qu'on n'a pas la bonne solution, mais on ne peut pas dire qu'il y a une volonté de pourrissement. C'est ce militant du Parti des chasseurs. Et il l'entraîne au fond du couloir. Les uns contre les autres sur des sujets sur lesquels, encore une fois, je le redis, 99,5% des... Ce que je peux te dire pour ton boulot, si ça peut t'aider, c'est que tu peux d'ores et déjà, quand tu vas discuter avec les entourages de Sarkozy, tu peux leur affirmer, mais je t'affirme qu'un candidat, c'est PNT, ça c'est verrouillé sur. Et qui ce sera alors? Vous l'avez déjà identifié? Non, ça c'est pas... Bon, il n'y aura pas trop de candidats quand même. On a proposé à Jean-Louis d'y aller, il n'a pas voulu. Ouais? Ouais, il n'a pas voulu. Enfin, voilà. Ok. Non, mais ça Bon, reste tu sais entre nous. tout, et je Ouais, sais ouais, que mais tu sais ça reste fonctionner, entre nous. donc... Ça reste entre nous. Non, mais... Il y en a qu'un qui a été sauvé parce que c'est un pêcheur et qu'il a défendu la chasse, hein, locale. L'information sera officielle 2 mois plus tard. Le Parti des chasseurs présentera en effet un candidat au présidentiel de 2007. Une perspective électorale que Thierry Coste, en bon lobbyiste, se doit lui aussi d'anticiper. Il faut avoir des relations avec tout le monde. C'est l'obligation du lobbyiste. C'est d'ailleurs pour ça qu'en prévision de 2007, je reprends beaucoup de contacts à gauche. D'accord. Est-ce que vous sentez que ça va tourner? Et c'est une des questions. Il y a des chances que ça tourne. Bon, François, tu t'en vas? Il y a 15 jours là, au groupe. Et quelques minutes plus tard, voici Thierry Coste en train de plaisanter avec un député communiste. Calme-nous, parce que... Après, quand il part à me délire, c'est compliqué. Hein. Vous avez l'air vachement proche de... On se connaît depuis un mois. Mais vous savez vous connaissez son métier? Comment? Son métier, vous le connaissez? Non, pas forcément. Non, dis-moi. Bah, je suis le conseiller politique du monde de la chasse, donc le Ah lobbyiste oui, mais des ça, chasseurs. d'accord. Voilà, mais ça oui. Oui. Mais ça, c'est comme ça qu'on s'est fréquenté. c'est pour ça qu'on se fréquente. Voilà. Il est aussi lobbyiste. Il est aussi Lobbyiste. Lobby. Oui. Oui, il est parfait. Oui. C'est un mot qui ne me plaît pas d'abord. Non, parce que ça a une connotation qui est très péjorative. Mais je trouve que les gens qui sont passionnés par un truc, qui savent, qui jouent un rôle de relation auprès des décideurs, auprès des élus, auprès des secteurs d'activité, c'est important d'avoir des gens comme ça. C'est important. Vous n'avez pas l'impression d'être manipulé parfois en tant que parlementaire? Il est manipulé qui veut. Hein. D'accord. Voilà, ça c'est... Autre moment important dans la journée d'un lobbyiste, le déjeuner. Aujourd'hui, Thierry Coste a invité un député UMP, Jean-Claude Lemoine, et il l'emmène dans un célèbre restaurant parisien. Bonjour. Très bien, vous allez bien? Jean-Philippe est là? Nous sommes chez Tante Marguerite, l'une des tables préférées des parlementaires à 2 pas de l'Assemblée nationale.
Ici, Thierry Coste a ses habitudes. Alors, c'est pas la table que j'ai d'habitude, parce que la table que j'ai d'habitude, c'est celle-là. Parce que celle-là, on voit tous les gens qui rentrent et tous les gens qui sortent. Ah, Jean-Philippe, comme c'est bizarre. Monsieur le directeur général. Et le patron se déplace en personne pour venir le saluer. Allez, Chin, hein. Allez. Merci de votre accueil, mon ami. Oh, mon cher ami. Et voilà ce que cache l'invitation de Thierry Coste. Il est en train de préparer une campagne contre les défenseurs des animaux. Alors, il a un petit service à demander aux députés. Il faut qu'on bâtisse, je suis en train d'écrire, la stratégie sur le bien-être animal, avec toutes les facettes, chasse, tauromachie, gavage des oies, foie gras, etc. Parce que j'ai vu il n'y a pas si longtemps, dans la presse, on annonçait qu'à Chicago, la ville de Chicago a interdit la vente de foie gras, même la détention de foie gras. Comme ça vient 10 ans après chez nous. Cette campagne est financée par la Fédération des chasseurs. Mais Thierry Coste a besoin du soutien d'une personnalité politique connue. Il a pensé à l'ancien ministre de l'Éducation nationale. Sur un concept, parce qu'il faut avoir une réflexion un peu intellectuelle, et il faudrait que ton copain Jules Ferry, Luc Ferry, pardon, voilà, puisse commencer à s'approprier ça. Je vais essayer de le relancer parce que j'ai gardé un bon souvenir. Parce qu'il est bon. Je ne le connais pas intimement, mais j'ai gardé un bon souvenir de ce gars-là. Il est une très jolie femme. Il est très mauvais. Il était très mauvais comme homme politique, mais il est très bon comme philosophe. Ça, c'est vrai. Lui, c'est un super relais d'opinion. Mais ça, il faut vraiment qu'on lance ça complètement là dans les 2 mois à venir. Hein. Tout à fait d'accord. Le député veut bien contacter Luc Ferry, mais à une condition. Qu'est-ce qu'il me fait pour m'accompagner? Bonne note. La première chose qu'il faudrait que je fasse, avant même d'envisager d'être ton directeur de campagne, hein, c'est de venir dans ta circonscription. Et toi qui es toujours en vacances, quand il vient, je t'invite. Mais attends, qu'on trouve une date où je suis là aussi. Hein. Oui, c'est mieux quand même. Allez, Jean-Claude, je te fais pas la bise, mais le cœur y est. J'allais prendre ta serviette. Ah, ben oui. L'addition, une centaine d'euros, est pour Thierry Coste. Super. Toi, t'es bon. Après le déjeuner, direction l'Assemblée nationale. C'est ici que Thierry Coste défend principalement les dossiers de ses clients. Pourtant, les lobbyistes n'ont pas le droit d'y pénétrer. Normalement, les lobbyistes n'ont pas le droit d'entrer à l'Assemblée. Comment vous faites, vous? J'ai un badge de collaborateur de parlementaire. Ce badge de collaborateur porte le nom d'un député UMP, Thierry Mariani. C'est lui qui l'a offert à Thierry Coste. Un badge qui vaut de l'or et qui lui permet d'entrer en toute légalité au Parlement. Sur ce point, le règlement de l'Assemblée est très strict. Les lobbyistes sont interdits dans la salle des 4 colonnes. Mais Thierry Coste ne se cache pas. C'est même un habitué des lieux. Quand il salue les députés, il les appelle par leur prénom. Maxime, comment vas-tu? Va bien? Maxime, c'est Maxime Grémetz, élu communiste. Charles Amédée. Charles Amédée de Courson, UDF. Comment ça va? Bonjour André. Comme André Santini, UDF lui aussi. Saint-Josse a annoncé qu'ils ne partaient pas, mais ils ne peuvent pas s'empêcher de dire qu'ils partent. Donc le 2 septembre, ils vont essayer de trouver un candidat. Thierry Coste retrouve Thierry Mariani, le député UMP qui lui a offert son badge. Mon seul souci, c'est le pognon. Il lui donne en primeur l'information qu'il a obtenue au colloque des chasseurs sur leur candidat au présidentiel. Je vais te donner tous les éléments. Il les faudrait avant vendredi. Bah, tu auras les éléments avant vendredi. Hein? Ok? Allez. Fin de l'entretien. Nous interpellons Thierry Mariani afin de lui demander pourquoi Thierry Coste se présente comme étant son assistant parlementaire. Vous donnez rendez-vous à vos assistants parlementaires ici? De temps en temps, mes assistants parlementaires, mais là, je ne discutais pas avec l'un de mes assistants parlementaires. Monsieur n'est pas votre assistant parlementaire? Si, on travaille de temps en temps ensemble, effectivement, sur certains dossiers, notamment tout ce qui concerne la ruralité. Voilà. Et c'est vrai que notamment dans ma circonscription, les dossiers concernant la chasse, les dossiers concernant les problèmes ruraux sont des dossiers importants. Donc il est aussi votre assistant parlementaire? On travaille ensemble. Il a un badge d'assistant parlementaire? Oui, tout à fait. Absolument. C'est-à-dire qu'il travaille avec moi sur les dossiers de la ruralité. Vous savez, on a plusieurs collaborateurs. J'ai une collaboratrice qui est spécialisée dans la commission des lois. J'ai des personnes avec qui je travaille au niveau de certains dossiers. Et Thierry Coste fait effectivement partie des personnes avec lesquelles je travaille, notamment sur les dossiers de chasse.
L'explication est plutôt embrouillée. Les badges de complaisance sont courants à l'Assemblée. Tous les lobbyistes que nous avons rencontrés en possèdent un. Vous travaillez pour qui? Je travaille pour les sociétés, bien sûr, les entreprises, mais on est ici discret. Et juste dites-moi, quand on travaille pour une entreprise, comment on fait pour rentrer salle des 4 colonnes ici? Comment on fait? Vous avez un badge? C'est un secret. Je vous écoute, je ne le répéterai pas. Je ne parle jamais aux journalistes. Le lobbyiste se méfie des journalistes, mais notre sujet l'intéresse. Alors quand on interroge les députés sur les lobbies, il reste là et écoute notre conversation. Est-ce qu'il y a des lobbyistes à l'Assemblée nationale avec salle des 4 colonnes? Oui, il y en a, mais enfin, j'ai pas l'impression qu'ils aient la même position que ce qu'ils peuvent avoir, notamment au Parlement européen ou dans d'autres assemblées au niveau international. C'est-à-dire? Ils sont moins présents. Ils sont moins présents. Ils sont moins présents ou ils sont plus discrets? Non, je crois qu'ils sont moins présents. Et les deux hommes de repartir bras dessus, bras dessous. Mais Claude Bartolone sait-il vraiment à qui il a affaire? J'ai oublié une carte. Ouais. Le monsieur qui est avec vous, il n'est pas lobbyiste? Écoutez, moi, je ne sais pas s'il est lobbyiste. Ce que je sais, pas du tout. Nous, on est des relations privées. Voilà, on a des relations amicales et privées depuis de nombreuses années. Et oui, députés et lobbyistes n'aiment pas qu'on les voit ensemble. De son côté, Thierry Coste profite de sa présence à l'Assemblée pour régler un autre dossier. Cette fois-ci, son client est une enseigne de la grande distribution. Et c'est ce député qui va peut-être pouvoir l'aider. Il paraît que tu m'as cité, en fait. Oui. Doublement une excuse. Quand tu as 30 secondes, j'ai besoin de te voir. Voilà, non mais... Le député a exigé d'être flouté. La conversation qui va suivre est pour lui quelque peu embarrassante. Là, il devient complètement taré. Mais dis-moi, j'ai besoin de... Tu sais que je travaille comme lobbyiste pour Carrefour. Oui, non, je ne savais pas. Je sais bien, c'est pour ça que je te le formule comme ça. Mais non, j'aurais besoin d'un... On a besoin d'un contact direct avec Robien. Oui. Je travaille pour le patron du développement de Carrefour, qui a un dossier qui merdique à Amiens, qui n'est pas merdique, un dossier que voulait mettre en place Gilles de Robien, et d'extension d'un des hyper. Mais le problème, c'est que maintenant, il ne travaille plus avec Gilles de Robien, et il travaille avec son équipe. Celui qu'il faudrait que tu vois, c'est Marc. Qui c'est, lui? Alors, Marc, il est aujourd'hui directeur des relations internationales du ministère de l'Éducation. Il est directeur, comment dirais-je, il est directeur de cabinet de Gilles de Robien. Ouais. Et il était son conseiller principal au ministère de l'Éducation jusqu'à ce qu'il devienne directeur. Mais il a une vue sur la ville d'Amiens. Ok, ben je l'appelle et puis en fonction... Si jamais tu sens que ça passe pas, voilà, tu vas avoir au téléphone le chef de cabinet, qui est une femme, qui s'appelle Véronique. Tu lui dis, Alain m'a conseillé de prendre contact avec Marc. Voilà. D'accord, ok. Si tu vois que ça fait blocage et que ne te répond pas, bah, tu me le dis. Ok, d'accord. Ok, entendu. Ça va? Ouais, sinon ça va. Ouais. Aujourd'hui, le réseau de Thierry Coste est principalement constitué d'hommes politiques de droite. Logique, ce sont eux qui sont au pouvoir. Des personnalités politiques au pouvoir que l'on retrouve classées par dossier dans le bureau de Thierry Coste. On y lit le nom de députés, de ministres, du Premier ministre et même du Président de la République. Là, on voit Jacques Chirac, Dominique de Villepin. Oui. On peut savoir ce qu'il y a dedans ou c'est confidentiel? Oh, ça doit être confidentiel quand même, un peu. Il y avait les lois. Mais parfois, les députés et les gouvernements changent et certaines personnalités se retrouvent alors rangées sur l'étagère au fond du couloir. Celles qui sont de ce côté-là sont plutôt au placard, dirons-nous, du style Hervé Gamard et Jean-Pierre Raffarin. Qu'est-ce qu'ils font là, eux? Ils sont là parce que pour le moment, ils sont moins actifs. J'ai des zones où il y a des gens moins actifs que d'autres. Mais c'est des dossiers sur lesquels ils sont intervenus. Mais c'est des dossiers sur lesquels j'ai fait du lobbying, j'ai fait beaucoup de lobbying auprès du Premier ministre parce que j'étais proche du Premier ministre. Et voilà, j'ai fait parfois la promo du Premier ministre dans le cadre de stratégies d'influence. Par exemple, le Premier ministre a présenté sa stratégie rurale dans un journal qui s'appelle Le Chasseur français. Ça s'était jamais fait. Mais, ces responsables de la com étaient tous contre. Ils avaient juste oublié que c'est un journal qui parle très peu de chasse et qui est très rural et qui tire à 600 000 exemplaires et qui est lu par 3 millions de personnes. Donc c'était quand même plus intéressant de parler de la politique rurale dans ce journal que dans le journal Le Monde.
Mais le microcosme politicien qui entoure les politiques a plutôt tendance à leur faire passer des infos dans Libé, Le Monde, Le Figaro. Et ça, c'est vous qui êtes derrière ce... Voilà, oui, parce que ça servait à la fois, ça me permettait d'entretenir un réseau relationnel très important avec ce journal, parce que j'en ai besoin pour d'autres clients. Donc, je leur ai rendu un service. Le rédac-chef a été extrêmement content. C'était la première fois en 30 ans qu'ils avaient une exclusivité avec un Premier ministre. Ça rend les journalistes sympathiques à mon égard. Donc, c'est une forme d'influence. Là, par exemple... Et c'est grâce à ces différents réseaux qu'il peut facturer très cher ses prestations. Les industriels ou la Fédération de la chasse déboursent de 30 000 à 200 000 euros par an. Ma réputation n'est plus à faire, je suis cher et je travaille pour de l'argent, je ne travaille pas pour des idées. Parce que c'est bien connu, un lobbyiste ne travaille pas pour ses idées. Et c'est pour cette raison que souvent, on fait appel aux lobbyistes pour des sujets très polémiques. Le vin. En 2004, le lobby viticole part à l'assaut de la loi E20 qui limite la publicité sur l'alcool. Après un bras de fer de plusieurs mois, le lobby gagne et obtient l'assouplissement de la loi. La lutte contre l'obésité. En 2005, le gouvernement veut retirer les distributeurs de friandises des établissements scolaires. Le lobby agroalimentaire lance une offensive, mais cette fois-ci, il échoue. Le tabac, enfin. Depuis novembre 2005, c'est une lutte ouverte autour d'une proposition de loi interdisant de fumer dans les lieux publics. Deux lobbies s'affrontent, ceux qui sont contre la loi, l'industrie du tabac, ceux qui sont pour, l'industrie pharmaceutique. Car plus on interdit de fumer, et plus on vend de patchs anti-tabac. Et vous allez voir que dans cette lutte d'influence, les lobbyistes sont prêts à mettre en œuvre de gros moyens pour entretenir et développer leur réseau. Lourmarin, un des plus beaux villages du Luberon. Ce matin du mois de septembre, un étrange balai de voitures se rend au château. Durant plusieurs heures, minibus et grosses berlines vont aller et venir pour accompagner plus de 200 convives. Au même moment, et à quelques kilomètres de là, on s'affaire pour préparer un dîner de gala dans cette abbaye classée du XIIe siècle. Alors qu'on accorde le piano à queue, les serveurs installent des dizaines de tables. Car c'est dans ce lieu prestigieux que ce soir viendront manger les 200 invités du château. Une telle agitation n'est pas fréquente à Lourmarin. Et pourtant ici, personne n'est au courant. Vous savez ce qui se passe au château actuellement? Aujourd'hui, pas vraiment, non. Vous êtes au courant ou pas? Non. Il y a peut-être un tournage ou un mariage. Il se passe tellement de choses là-bas qu'on peut pas tout savoir. Le château est exceptionnellement fermé au public. Pendant 3 jours se tient à huis clos un colloque sur le médicament. Ça s'appelle l'Université d'été de pharmaceutique. Mais cette université n'est ouverte ni au grand public, ni aux journalistes. Et voilà pourtant ce que nous arrivons à filmer. Sur la terrasse se côtoie le gratin de l'industrie pharmaceutique. On trouve entre autres le PDG de Pfizer, le président de GlaxoSmithKline, le directeur général de Boiron. 3 des plus grands laboratoires pharmaceutiques mondiaux. Chacun a payé 3 000 € pour pouvoir assister à ce colloque. Mais dans l'assistance, on trouve aussi plusieurs hommes politiques de premier plan. Eux ont été invités. Bernard Kouchner, ancien ministre de la Santé socialiste. Michel Barzac, ancien ministre de la Santé sous le gouvernement Chirac. Et enfin, Claude Évin, ancien ministre de la Santé et aujourd'hui député socialiste. Tous ces gens ont été réunis par un homme,
Daniel Vial, le plus important lobbyiste de l'industrie pharmaceutique en France. Grâce à lui, chaque année, hommes politiques et gros industriels de la santé peuvent discuter de façon informelle des dossiers en cours. Nous sommes allés au château demander une interview aux lobbyistes. Monsieur, bonjour. Bonjour. Monsieur, on voudrait voir monsieur Daniel Vial. Oui, je vous accompagne. On vous suit? Et l'on nous dirige vers l'assistante de Daniel Vial. Bonjour. Bonjour. On aurait voulu voir monsieur Daniel Vial, c'est possible. Oui, bah, pas tout de suite, il est en train de parler. Donc, on peut là. C'est presse, pas de presse. Ah. Ouais, c'est la règle du jeu. C'est la règle du jeu? Mais je vais aller vous le chercher. Ah ouais, on l'attend? Oui. Ok. En effet, quelques minutes plus tard, le lobbyiste nous rejoint. Enchanté. Écoutez, franchement, je serais ravi de vous répondre, mais Ouais. dans 1 heure. Dans 1 heure? Oui, dans 1 heure. Ne m'en voulez pas, je peux pas. Non, mais je suis en pleine discussion. 10 minutes. Ok, dans 1 heure. Ok, ça marche. Merci. Daniel Vial semble pressé. Il faut dire qu'il attend un invité de marque. Et effectivement, quelques minutes plus tard, une berline fait son entrée. À l'intérieur, un ministre du gouvernement. Il s'agit de Philippe Bas, le ministre délégué à la sécurité sociale. Bonjour, monsieur, une question. Et il ne souhaite pas s'exprimer sur sa présence au colloque du lobbyiste. Le ministre est venu de Paris spécialement pour intervenir à la tribune. 1h30 plus tard, il ressort et n'est pas plus loquace. C'est laquelle, la mienne? C'est celle-là. C'est celle-là. Monsieur le ministre? Merci beaucoup. Merci de votre accueil. Ah, on peut envoyer le ministre? Il repart comme il est venu, escorté par 2 motards. Au ministère de la Santé, on nous précisera que Philippe Bas était ce jour-là en mission officielle. Alors pourquoi ce silence? Et surtout, comment un lobbyiste a-t-il pu faire venir autant de politiques à son colloque? Mais pour faire venir des politiques comme ça, vous les payez ou vous les payez pas? Non? On les paye en liquide, mais des grosses enveloppes. Il vous en reste? Pour faire des plans de coupe? Non, n'importe quoi. Non, bien sûr que non. Ils viennent gratuitement. Non, ne dites pas ça, ne posez pas tant de questions, c'est idiot. D'accord. C'est malsain. D'accord. Bonjour. Monsieur me demande si on paye les politiques. Voilà. Le genre de questions. Ça veut pas. La question fait aussi rire Michel Barzac. Il faut dire que l'ancien ministre de la Santé s'est aujourd'hui reconverti en ouvrant son propre cabinet de lobbying. En France, les relations entre politiques, industriels et lobbyistes sont souvent ambiguës. Dans notre enquête, nous avons même découvert certaines pratiques de lobbying aux limites de la légalité. À l'Assemblée nationale, nous avons mis le doigt sur une étrange pratique. Elle ne concerne pas directement les députés, mais leurs assistants parlementaires. Bonjour Séverine. Séverine Tessier, l'assistante d'un député socialiste, a reçu il y a quelque temps un fax étrange. Un cabinet de lobbyistes lui proposait tout simplement de la recruter. Et voilà ce qu'on lui a écrit. Votre expérience de collaborateur parlementaire vous a permis d'acquérir une expérience très appréciable du relationnel politique. Dans le respect de votre déontologie professionnelle, il serait intéressant pour notre société de bénéficier de vos conseils ou de vos consultations. Le rapport entre collaborateurs en poste et lobby, ça semble incompatible, complètement incompatible avec le minimum d'éthique. Il y a un conflit d'intérêts manifeste entre exercer son métier au jour le jour avec un député et parallèlement être rémunéré par une entreprise pour faire du lobby. C'est impossible. Nous avons cherché à savoir ce que proposait véritablement ce cabinet de lobbying. D'abord, nous tentons de les contacter par téléphone. Oui, allô? Oui, bonjour, Nicolas Bourgoin de Canal+. Ouais, non, mais là, non, ça m'intéresse pas. Franchement, honnêtement... Pourquoi ça vous intéresse pas? Attendez un instant, mais c'est pas... Allô, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Monsieur, l'assistante commerciale de... Elle n'a jamais travaillé avec l'Assemblée nationale, donc elle ne comprend absolument pas. Elle n'a jamais travaillé avec l'Assemblée nationale? Pas jamais. Ah bon, et pourtant je crois que votre société a bien envoyé des fax à tous les assistants parlementaires. Oula, ça remonte à... Bah oui, ça fait 2 ans, ouais. 1 an et demi. On a envoyé un mailing, c'est une secrétaire qui ne comprenait absolument rien à ce qu'elle faisait.
En fait, à l'époque, on cherchait de façon spécifique un député pour avoir une relation sur une région spécifique. Ça veut dire que Madame ne reçoit pas d'assistant parlementaire en rendez-vous? Pas d'assistant parlementaire en rendez-vous. Et puis en dehors de tout ça, soyez gentils, arrêtez de nous appeler parce que nous on bosse. Mais moi aussi je bosse, monsieur. C'est mon boulot de faire ça. Bosser, bah, apparemment, je fais pas d'emploi, mais pas remarqué dans les médias, vous êtes payé à rien, faut que vous allez. Allez, au revoir. Alors, afin de mériter notre salaire, nous avons pris contact avec une autre assistante parlementaire qui, elle aussi, a reçu le fax. Clémentine Lemaître, assistante parlementaire d'un député communiste. Avec l'accord de son député, elle va appeler pour nous le cabinet de lobbying. Et vous allez voir que quand un politique appelle, l'accueil est très différent. Au bout du fil, la même personne qui refusait de nous parler. Oui, allô? Mademoiselle. Oui. Je suis l'assistante de Jean-Claude Lefort, qui est député communiste du Val-de-Marne et qui est membre de la commission des affaires étrangères. Alors, je ne sais pas du tout si, parce que je ne sais pas quel type de client ou quel type de mission vous avez qui serait susceptible d'être intéressé par ces fonctions-là, comme ces commissions des affaires étrangères. Est-ce que ça permet... est-ce que c'est intéressant pour vous ou... Ça peut être intéressant, oui, parce qu'on est très variés dans nos... Comment dirais-je? Au niveau des sociétés qu'on représente, on a un très gros panel. Ouais. Donc, on est toujours intéressé par ce genre de choses. Ouais. Vous voulez qu'on se rencontre? Oui, bien sûr. Bon, à 14h, alors. Très bien. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Clémentine Lemaître se rend au rendez-vous. Elle est équipée d'une caméra cachée. Le cabinet se trouve dans un quartier chic de Paris. Il a pignon sur rue. Ses bureaux se cachent derrière cette vitrine opaque. Enchantée. Ici, Clémentine Lemaître est accueillie très chaleureusement. La lobbyiste va lui expliquer ce qu'elle attend d'elle. On peut organiser soit des déjeuners à l'Assemblée, on rencontre les clients tout simplement, histoire d'élargir un petit peu. Ouais, mais à ce moment-là, c'est moi qui les reçois. Non. Non, je suis toujours avec eux. Ah, d'accord. Ah, ouais. Je suis toujours avec eux, où il y a Audrey ou Madame Claude. Il y a toujours quelqu'un, ils ne vont jamais seuls. D'accord. Jamais seuls à rendez-vous. D'accord. C'est la bombe. C'est vrai? Il y en a certains. On arrive maintenant à les canaliser. Mais c'est-à-dire, c'est la bombe. Ils savent pas se vendre. C'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, ce que je veux, c'est un marché. C'est pas comme ça qu'on entame la conversation, non. C'est... Ils disent ça comme ça? Ah bien là, oui. C'est vrai. Ah ouais, il y a En même temps, personne n'est dupe. Tout le monde sait un peu... Voilà, mais faut attendre 5 minutes avant de l'annoncer. Ouais, c'est vrai. Pour convaincre Clémentine Lemaître d'accepter le job, la lobbyiste use de tous les arguments. Ça permet un peu d'ouvrir son champ d'action, de voir autre chose. Ouais, c'est clair. Et puis t'as bien les femmes amoureuses qui connaissent déjà. Voilà. Ouais, surtout au moment d'échéance électorale où il y a plein d'entre nous qui vont se retrouver... Il faut prévoir un peu l'avenir. Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, et par contre, est-ce que c'est important pour vous que le député soit au courant ou pas? Parce que lui, normalement, n'assiste pas aux réunions. Non, logiquement, c'est pour vous. En plus, vous leur dire le fin de mois. Pour vous, lui, il n'a pas besoin. Au contraire, ça peut... Donc si je lui dis rien, vous, ça vous embête pas? Mais non, je dirai rien. D'accord. Le profil de Clémentine Lemaître intéresse le cabinet. En revanche, impossible de connaître le montant de sa rémunération. Sur ce sujet, la lobbyiste reste floue. Merci. Ce genre de proposition ressemble fort à de la corruption. Et pourtant, aussi incroyable que cela puisse paraître, c'est parfaitement légal. Alors, nous sommes allés poser la question aux assistants parlementaires. Quelques jours plus tard, au Sénat, ils ont organisé un colloque sur l'avenir de leur profession. Ils ont un statut précaire et se plaignent d'être souvent mal payés. Alors, la possibilité de travailler en parallèle pour un cabinet de lobbying fait l'objet ce jour-là d'un débat. Rien n'empêche dans notre statut de le faire. C'est notre contrat de confiance que nous avons avec notre employeur qui nous l'empêche moralement. Ça me choque énormément qu'un assistant parlementaire puisse être sous contrat avec une boîte privée pour une veille juridique ou quoi qu'est-ce. Ça n'a pas à rentrer dans nos fonctions.
Après le colloque, plusieurs assistants parlementaires reconnaissent qu'ils ont déjà cédé à la tentation du lobbying. On vous a contacté pour participer? On m'a déjà contacté pour y participer, oui, tout à fait. Vous avez répondu de quelle façon? En l'occurrence, moi, les offres qui m'ont été faites, ça n'était pas vraiment pour faire du lobbying, mais plutôt pour faire de la veille. La seule fois où on m'a proposé un contrat, mais je le précise encore une fois, pas de lobbying, de recherche documentaire, que j'ai fait en dehors de mes heures de travail, c'était l'industrie pharmaceutique. Il y a des gens qui sont payés au SMIC dans ce job. Comment vous voulez leur demander de refuser 500 ou 600 € pour faire une émission pour un cabinet? Je connais même des assistants parlementaires qui ont un contrat à mi-temps avec un député et un mi-temps dans une grosse entreprise, relation institutionnelle. Vous-même, vous avez été contacté? Moi-même, j'en ai fait. J'en ai fait de 1999 à 2004. Ah oui, 5 ans. 5 ans, ouais. D'accord. J'étais bon. Selon nos informations, une centaine d'assistants parlementaires seraient payés par des cabinets ou directement par des entreprises pour faire du lobbying. Plus étonnant encore, nous avons retrouvé des lobbyistes au plus haut niveau de l'État. Au cours de notre enquête, nous nous sommes intéressés à un cabinet particulièrement performant. À 2 pas de l'Arc de Triomphe, ses bureaux sont situés au dernier étage de cet immeuble haussmannien. Le nom de l'agence ? Domaine Public. Nous nous sommes procuré la plaquette de ce cabinet de lobbying. On y trouve toutes sortes de clients, et notamment l'industrie du jeu, la sécurité, le tabac, ou encore les vins et spiritueux. Domaine Public, c'est en fait un nom commercial qui regroupe 2 sociétés de lobbying. L'une d'elles est particulièrement florissante, Pic Conseil. En 1 an, son chiffre d'affaires a progressé de plus de 50%. Une réussite exceptionnelle qui fait des jaloux dans le secteur. Parmi les associés de cette société, 2 hommes ont attiré notre attention. Stéphane Desnoyers, mais aussi Frédéric Lefebvre. Tous 2 ont un point en commun, ils travaillent au ministère de l'Intérieur. Frédéric Lefebvre, fondateur et actionnaire majoritaire de Pic Conseil, est aujourd'hui un proche collaborateur de Nicolas Sarkozy. Il est son conseiller, chargé des relations entre le ministre et le Parlement. Malgré toutes nos demandes, il a refusé de nous recevoir. Il nous a envoyé une lettre dans laquelle il nous explique que depuis qu'il est au ministère, il a volontairement renoncé à tout revenu, tant en salaire qu'en dividendes, liés à l'activité de la société. Frédéric Lefebvre nous déclare ne pas toucher d'argent de Pic Conseil. Il reste néanmoins actionnaire principal de la société. Quant à Stéphane Desnoyers, que nous n'avons pas pu filmer, difficile de savoir quel poste il occupe au ministère. Alors, nous appelons directement la place Beauvau. Secrétariat de Monsieur Desnoyers, bonjour. Oui, bonjour, Nicolas Bourgoin de Canal+. Je voulais parler à Stéphane Desnoyers, s'il vous plaît. Vous ne quittez pas? Monsieur Bourgoin? Oui. Oui, donc je suis tombée sur sa messagerie. Il n'est pas disponible pour l'instant. Vous voulez laisser un message? Je souhaiterais qu'il puisse me rappeler. D'accord. Juste, je voulais vous demander, pour pas commettre d'impair s'il m'appelle, sa fonction exacte au ministère, c'est quoi? Il n'y a aucune fonction au ministère. Il n'a aucune fonction? Voilà. D'accord. Mais vous êtes sa secrétaire? Mais oui. D'accord. Il travaille pour Monsieur Estrosi ou pour Monsieur Sarkozy? Il n'a aucune fonction au ministère. Il a juste une secrétaire? Voilà. C'est chouette, hein. D'accord. Mais comment ça se fait? J'avoue que, à mon avis, ce serait à lui directement qu'il faudrait poser la question. Excusez, Monsieur Bourgoin, mais j'ai des appels en attente. Je vous en prie. Merci, au revoir. Au revoir. Seule trace de Stéphane Desnoyers, un vieil annuaire de l'Assemblée nationale où il apparaît comme assistant parlementaire de Christian Estrosi, devenu depuis ministre délégué à l'aménagement du territoire au ministère de l'Intérieur. Stéphane Desnoyers a lui aussi refusé d'être interviewé.
Dans une lettre, il nous confirme qu'il est bien lobbyiste chez PIC Conseil et qu'il dispose d'un secrétariat au ministère de l'Intérieur. Mais selon lui, il s'agit d'une pratique admise par la loi qu'aucune réglementation à sa connaissance ne prohibe. Reste une question. Des lobbyistes ayant pour clients les industriels du jeu, de la sécurité, du tabac et de l'alcool ont-ils leur place au ministère de l'Intérieur qui, justement, traite ces dossiers? Nous avons cherché à en savoir plus. Direction Marseille. Début septembre, l'UMP tient son université d'été. Tous les ténors du parti sont réunis. Certaines vedettes de la chanson, comme Johnny Hallyday, se sont même déplacées pour soutenir leur candidat, Nicolas Sarkozy. Si tous les projecteurs sont braqués sur eux, derrière les caméras, un homme reste dans l'ombre, Frédéric Lefebvre. Car il n'est pas simplement le conseiller de Nicolas Sarkozy. Il est aussi son directeur de cabinet pour la présidence de l'UMP. Voilà pourquoi, à Marseille, il est un peu le chef d'orchestre de ces universités d'été. Nous le suivons afin de l'interroger sur ses activités de lobbyiste. Mes chers amis, la rupture a été un temps de légitimité, un temps nécessaire. Nicolas Bourgoin. Nous sommes aujourd'hui dans une démarche de rassemblement. Je voulais savoir juste si Nicolas Sarkozy était au courant que vous êtes actionnaire majoritaire d'une société de lobbying dont les clients sont le tabac, l'alcool et les jeux. Pourquoi vous répondez à ma question, monsieur Lefebvre? Monsieur Lefebvre. Dans la foule, nous avons aussi retrouvé Christian Estrosi, le ministre avec lequel travaille Stéphane Desnoyers, l'autre lobbyiste de PIC Conseil. Monsieur Estrosi, je vais vous poser une question pour Canal+. Est-ce que ça vous semble normal que l'un de vos collaborateurs, Stéphane Desnoyers, soit actionnaire d'une société de lobbying dont les clients sont le tabac, l'alcool et les jeux? Est-ce que vous le saviez? Absolument pas. Vous le saviez pas? Non. Qu'est-ce qu'il a comme fonction au ministère de l'Intérieur, monsieur Desnoyers? Christian Estrosi, lui non plus, ne nous en dira pas plus. Nous décidons alors de nous adresser au ministre de l'Intérieur lui-même, Nicolas Sarkozy. Nous profitons d'un moment où il arrive à s'extraire de la foule pour l'interroger. Je vous en prie. Monsieur Sarkozy, une question pour Canal+. Juste un petit mot, ça vous paraît normal que, enfin, sur les lobbies, votre conseiller, Frédéric Lefebvre, et actionnaire majoritaire de ce lobby, le tabac, l'alcool et les jeux, ça vous paraît normal ou pas? Vous me l'apprenez, j'en sais rien du tout. Et franchement, c'est pas mon problème. C'est notre sujet, c'est mon problème. Ah bah si c'est votre sujet, faites-le. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je le respecte. Merci, hein. Merci, hein. Bonsoir. Deux ministres qui nous disent ignorer la double compétence de leurs collaborateurs. Deux collaborateurs qui ne tiennent pas à communiquer sur leur activité de lobbyiste. Nous n'en saurons pas plus. En France, les relations entre hommes politiques et lobbyistes sont particulièrement opaques. D'autres pays ont choisi de faire toute la transparence sur l'activité des lobbyistes. C'est l'option qu'a choisie le Parlement européen. À Bruxelles, les lobbies sont officiels, ils s'affichent. Nicolas Ravaille est français. Il vit à Bruxelles, il est lobbyiste. Et pour rentrer au Parlement européen, il est tout à fait en règle. Moi j'ai un badge, je suis accrédité au Parlement européen comme lobbyiste. C'est ce badge bleu avec une bande rouge qui permet d'identifier spécifiquement les lobbyistes. À l'intérieur du Parlement, pas de zone fermée, pas de périmètre réservé. Le lobbyiste peut aller où il veut. Les bureaux des députés sont aux étages et pour y pénétrer, il suffit simplement de frapper à la porte. Vous voyez, là, il y a le bureau du député, le bureau de l'assistant. Voilà, salut Jacques. Premier rendez-vous avec l'assistant parlementaire d'un député français. Le rendez-vous ne va durer que quelques instants, juste le temps de discuter d'un projet de loi qui va bientôt être voté au Parlement. Plutôt d'initiative PPE. Un quart d'heure après, nouveau rendez-vous dans un bureau voisin. Cette fois-ci directement avec le député, un socialiste français. Bonjour. Monsieur le député. Vous allez bien? Bonjour, merci pour votre accueil.
Vous voulez qu'on aborde le paragraphe 18 que l'on a redéposé? Voilà. Alors, moi j'ai déposé en complément votre amendement. Le lobbyiste veut que le député adopte le projet d'amendement qu'il a lui-même intégralement rédigé. Le député ne s'en formalise pas, ce genre de pratique est fréquente à Bruxelles. Il faut qu'on revoie une directive européenne sur les licenciements abusifs. Si l'amendement correspond aux causes que je défends, à l'éthique qui est la mienne, ça me pose aucun souci, quel que soit l'endroit où il vient. Il peut venir de l'UMP, de l'UDF ou des lobbyistes, je m'en secoue. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il correspond aux causes que je défends. Allez, bon courage. Merci. Travaillez bien. À bientôt. Au revoir, monsieur. Et ces rendez-vous terminés, le lobbyiste se rend directement dans la salle où se réunit la commission parlementaire. C'est ici que l'on discute des textes de loi à voter. Et sans complexe, le lobbyiste va prendre place dans l'assistance. Là, vous êtes assis à la place d'un député? Non, je suis assis à la place qui est réservée aux lobbyistes, aux consultants qui peuvent assister aux travaux des commissions parlementaires. J'analyse ce qui se passe, ce qui se dit, et ensuite je peux recontacter les parlementaires afin de leur faire part des observations qui me semblent être importantes. À Bruxelles, donc, impossible d'échapper aux lobbyistes. À l'intérieur du Parlement, comme à l'extérieur. Là, vous croyez voir une fanfare. C'est en fait un lobby pharmaceutique qui lance une campagne contre le tabac. Le message, le tabac rend aveugle. En réalité, aujourd'hui, le Parlement européen est encerclé. Des cabinets de lobbying venus du monde entier se sont installés dans les immeubles alentours. Ils représentent tous les grands secteurs de l'économie. Et tous tentent d'influer sur le Parlement. Cette omniprésence des lobbies à Bruxelles commence à faire grincer les dents de certains députés européens. Car en moins de 10 ans, le système s'est emballé. Aujourd'hui à Bruxelles, pour un député européen en exercice, on compte pas moins de 7 lobbyistes.